Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Érable en bref, édition de ce 25 mai 2021. Alors aujourd'hui, à Érable en bref, vous entendrez notre bulletin de nouvelles, d'actualité locale et régionale, mais également deux excellentes entrevues. Alors premièrement, on parlera avec la Coalition des droits des vapoteurs. Et d'ailleurs, la coalition a manifesté dernièrement du côté de Montréal. Eh bien, la porte-parole des droits des vapoteurs et propriétaire aussi de VapShop, c'est Madame Christina Xidous. Alors, vous allez l'entendre à ce propos, puisqu'elle était aussi la porte-parole, elle était présente à la manifestation. Madame Martine Robert, qui est infirmière et tabacologue. Vous entendrez aussi un docteur, un médecin à la retraite, Gaston Ostigui, et professeur agréé aussi à l'Université McGill. Alors, le second invité sera David Verville, qui lui va répondre à la question c'est quoi l'économie circulaire? En date du 19 mai, eh bien, le Conseil des maires a décidé de faire confiance à la firme Blouin-Tardy Architectes. Leur mandat consistera à élaborer les plans et devis du nouveau centre administratif, un projet évalué à 4 millions de dollars. Le montant qui a été accepté par les maires pour la firme est de 430 715 dollars et la surveillance des travaux fait aussi partie de ce montant-là, octroyé donc à la firme. Le nouveau centre, rappelons-le, sera situé sur le terrain des scouts. La MRC est admissible aussi à une aide financière de 65 du programme Réfection et construction des infrastructures municipales du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Lors de cette séance également du Conseil des maires, eh bien, la mairesse de Sainte-Sophie d'Halifax, Marie-Claude Chouinard, et le maire de Lister, Sylvain Labrec, ont remercié et applaudi le travail de la directrice de la MRC de l'Érable, Madame Mirabelle Chicoine, pour tout le travail qu'elle a accompli et l'aide aussi qu'elle a apportée à la MRC de l'Érable. On se souviendra que celle-ci assistait à sa dernière présence au sein du Conseil des maires de la MRC de l'Érable. Faisons place maintenant à nos différentes entrevues. Toute l'équipe de la TVCE vous souhaite une très, très belle semaine remplie de nouvelles 100% locales. Alors aujourd'hui, pour notre entrevue, je trouvais que c'était un sujet important parce que si je demande aux gens pourquoi on a fait une manifestation dernièrement en ce qui concerne la coalition des vapoteurs du Québec. Alors, on va commencer d'abord par saluer. Elle est porte-parole de la coalition des vapoteurs du Québec et j'ai nommé Christina Xirous. Bonjour. Bonjour. Faites-moi une petite présentation de vous-même, Christina. Je suis la porte-parole de la Coalition des droits des vapoteurs du Québec et je suis une militante de longue date pour la cause de la réduction des méfaits sur plein d'enjeux, pas juste celle du vapotage. Également, Madame Martine Robert. Donc, vous êtes infirmière, mais également, dites-moi si je me trompe, tabacologue. C'est bien ça? Oui, oui, tout à fait. Alors, je suis infirmière clinicienne à la base. J'ai une maîtrise en santé publique et j'ai fait une formation à la Mayo Clinique de spécialiste de traitement du tabagisme, ce qui fait de moi une tabacologue. Alors, on a même un docteur avec nous. C'est le docteur Gaston Ostigui. Alors, bonjour, docteur. Bonjour, madame. Ça fait longtemps que je m'occupe de tabagisme. D'ailleurs, j'ai participé à la fondation du Conseil canadien sur le tabac et la santé en 1976. C'est nous qui avons parti la semaine des non-fumeurs en janvier. J'étais président de cette association-là pendant 6 ans. Et autrefois, je pratiquais dans le milieu francophone à Montréal. Et j'ai été invité comme professeur agrégé à l'Université McGill, justement pour m'occuper d'une clinique de cessation tabagique que j'ai fait jusqu'au moment de ma retraite. Alors, Christina, parlons-en. Avant la manifestation, en plus, vous êtes propriétaire, on appelle ça une vape shop, finalement. Alors là, racontez-moi un peu votre histoire, parce qu'il faut quand même dire qu'il y a un débat. S'il y a une manifestation, il y a un débat entre différents partis. Alors, c'est la cigarette électronique ou la cigarette nicotine. Hein? C'est la base ou le lien commun, finalement. Il n'y a pas de pour ou contre, mais là, c'est qu'on doit négocier aussi avec le gouvernement parce
qu'il y a des lois. Hein, est-ce que les cigarettes sont légiférées à la nicotine, sont légiférées aussi par le gouvernement? Donc là, maintenant, c'est la même chose aussi pour la cigarette électronique. Est-ce que je me trompe jusqu'à maintenant? Donc, la cigarette électronique a été ajoutée à la loi québécoise sur le tabac en 2015. Le débat présentement n'est pas en lien avec ça. Donc, tout le monde est d'accord, qu'il soit vapoteur ou non, qu'il devrait avoir certaines normes et encadrement du vapotage, comme par exemple que ça soit vendu aux 18 ans et plus, et ainsi de suite. Donc, c'est pas ça le litige en ce moment, c'est parce que à cause d'une augmentation appréhendée du vapotage chez les jeunes, et selon certains intervenants dans le milieu, ils mettent en cause les saveurs et les taux de nicotine pour cette augmentation-là. Ils veulent donc interdire toutes les saveurs dans les produits de vapotage et réduire le taux de nicotine qui est présentement permis dans ces produits-là. Le tabac est le produit de méfait numéro 1. C'est au haut de l'échelle, là, si vous voulez. Donc, par la suite, on a le vapotage, qui est un outil de réduction des méfaits. Et à cause que c'est un outil de réduction des méfaits, nous, notre argument, c'est on doit garder sa compétitivité face à la cigarette traditionnelle. Qu'est-ce qu'on veut dire? La raison pourquoi que les saveurs sont importantes dans la cigarette électronique versus le tabac, c'est parce que justement, ils incitent les gens de l'utiliser, les fumeurs. Donc, pourquoi on enlèverait un atout dans un outil de réduction des méfaits qui va, par exemple, selon les études, peut plus que doubler les taux de sevrage du tabac? La nicotine, oui, crée une dépendance, tout comme la caféine au niveau de sa dangerosité à la santé. Hein, ça va gérer l'humeur. Ça a tout plein d'effets au niveau psychologique, neurologique, cardiovasculaire et tout, mais c'est rien de grave. Il n'y a pas de maladie qui en découle. Il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de maladie pulmonaire, de maladie cardiovasculaire et tout ça. Si les gens décident, en dépit de ça, de continuer à consommer de la nicotine, pour moi, c'est correct. Le but ultime, c'est de réduire les méfaits du tabac. Si par la suite, par contre, ils réussissent aussi à se défaire de la nicotine, ben tant mieux, c'est la cerise sur le sundae. Mais ce n'est pas forcément le but ultime. Ça fait depuis 5-6 ans que le Collège royal des médecins de Londres, le Royal College of Physicians de London, dit que la cigarette électronique est 95% moins dangereuse que la cigarette de tabac. Vous savez également que dans l'article 1, on met la cigarette électronique sur le même pied que la cigarette de tabac. Et ça, dans mon avis, c'est une erreur immense. Ce n'est pas la même chose. Il y a tellement de craintes qui circulent qu'ils ont beaucoup maintenant l'impression que la cigarette électronique est aussi dommageable que la cigarette de tabac. C'est pas le cas. On veut dire toutes sortes de, je ne sais pas si c'est des mythes, là, comme de quoi quand on vapotait, exemple, bon, il y avait certaines traces de certains produits qui restaient dans les poumons. Comment ça se passe dans les poumons quand on vapote? Il libère de la nicotine. Il y a également un véhicule qui fait que ça peut créer de la fumée, mais ces produits-là sont beaucoup moins, à des concentrations tellement faibles que ça ne pose pas de problème significatif de la santé. Et la première chose qu'un fumeur va vous dire lorsqu'il commence à vapoter, il a cessé de tousser le matin. Et quand est-ce que vous avez vu des sociétés canadiennes qui sont censées défendre, combattre le cancer, dire un mot favorable vis-à-vis de la cigarette électronique? Jamais. Arrêter de diaboliser la nicotine. La nicotine, elle est utile dans bien des cas et même au niveau de la concentration. Là, on parle même au niveau de la maladie d'Alzheimer, on parle les syndromes de Tourette. Tous ces gens, il y a des études qui démontrent que la nicotine a en tout cas diminué leurs symptômes. Le risque absolu, il est avec la cigarette fumée, avec la combustion, avec tout ce qu'elle laisse comme débris dans les poumons, dans les artères. Tout ça, on ne le retrouve pas avec la cigarette électronique, donc la vape. Lors de la manifestation. Donc,
C'est quoi, quel était votre message à vous en tant que tabacologue? Alors moi, mon message était que d'abolir les saveurs était contre-productif, c'est-à-dire que on s'attaquait à un faux ennemi. L'ennemi, il ne faut jamais l'oublier, c'est la cigarette fumée. Donc, il faut que les professionnels de la santé, à mon point de vue, se dénoncent officiellement, c'est-à-dire qu'ils prennent position sur les bienfaits de transiter vers la cigarette électronique quand on est fumeur. Bien sûr que je suis absolument contre d'initier un jeune à la cigarette électronique, à la vape. Les groupes qui sont qui veulent interdire les saveurs vont souvent partager avec les médias le fait qu'ils ont fait une nouvelle étude qui trouve que les jeunes aiment les saveurs. Et ils partagent ça comme si c'était quelque chose de vraiment extraordinaire, là, que les êtres humains avec des papilles préfèrent les goûts de fruits plus que les goûts de tabac, mais c'est tout à fait logique. Tu n'as pas besoin d'être jeune pour préférer une saveur de pomme à la saveur du tabac. Donc, il n'y a pas de vraie science là. En fait, ce qu'on devrait plutôt mettre en évidence, c'est le fait que la majorité des jeunes obtiennent leur produit de vapotage par le biais d'un membre de la famille ou d'un ami. Donc, que ça soit avec saveur ou non, les jeunes, dans le passé, fumaient des cigarettes au goût du tabac. Hein? La plupart le fumaient au goût du tabac, même si les saveurs étaient peut-être une incitation. La plupart fumaient des goûts de tabac. Donc, si c'est des jeunes qui sont portés à des comportements à risque, y compris le tabagisme, ben ça va rien changer, le fait d'enlever les saveurs. Ils vont continuer à démontrer ce comportement-là, sauf que là, maintenant, ça va être peut-être avec des produits vendus sur le marché noir. Donc, Christina, c'est ça, là, c'est quoi? Il faut changer la loi? On est en train de faire une loi pour la vape? C'est un changement de réglementation parce qu'en 2015, lorsqu'ils ont mis à jour la loi sur le tabac au Québec, ils s'étaient comme déjà arrogé le droit d'éventuellement peut-être interdire les saveurs. Fait que ça implique tout simplement un changement de réglementation. Et la raison pour laquelle on a fait la manifestation le 23 avril à Montréal, à l'extérieur des bureaux du premier ministre, c'était parce que justement, notre groupe avait lancé une campagne de lettres à la fin de l'été dernier et nous avons réussi à envoyer plus de 30 000 et je pense maintenant qu'on est peut-être rendu à 35 000 lettres aux députés. Donc, ça, c'est des lettres qui ont été envoyées majoritairement par des anciens fumeurs qui ont réussi à arrêter de fumer grâce à la vapoteuse et qui ont exprimé à leurs élus comme quoi que c'est les saveurs qui comportent un élément clé, dans le fond, là, pour pas seulement arrêter de fumer, mais pour rester sans tabac. Je pense que toujours penser à qui ça peut aider. Et actuellement, ceux qui en bénéficient, ce sont les fumeurs qui ont une offre beaucoup plus saine que de continuer de se donner leur dose de nicotine comme ils en ont besoin. Moi, je disais clairement à mes patients, ils me disaient toujours, mais je vais rester dépendant à la nicotine si je prends la vape. J'ai dit, certainement, vous avez peut-être un risque de demeurer dépendant, donc d'être nicotinomane, mais vous allez réduire vos risques au niveau cardiovasculaire, au niveau pulmonaire, au niveau cancer. Alors, dans ce cas-là, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, Dr. Ostigui? Une chose qu'il faut réaliser, c'est que quand les gens veulent passer de la cigarette de tabac au vapotage, je pense que Martine va être bien d'accord avec moi, ça prend de l'enseignement. Eh bien, qu'un tabacologue ou qu'un professionnel de la santé formé dans le domaine puisse être présent dans la boutique et compléter l'information, c'est la clé du succès et ça va
probablement avoir un effet persuasif au niveau des décideurs. C'est-à-dire que s'il y a une implication et du monde médical et des experts des boutiques de vape, eh bien là, on va créer là une association qui va mieux encadrer ces fumeurs qui veulent transiter. La prochaine manifestation, c'est quoi la suite? Sachant que le gouvernement ne semble pas avoir changé d'avis à date suite à nos pressions. Il y a des fortes chances qu'il va y avoir une manifestation dans un futur approché. Donc, ce que je demanderais à votre auditoire, si jamais c'est un enjeu qui les intéresse, qui vape ou non, hein, la réduction des méfaits peut être quelque chose qui est appuyé par toute personne. Ils peuvent suivre notre groupe sur notre page Facebook, qui est Facebook/droit des vapoteurs. Alors, merci. Et puis, une belle continuation de ce côté-là. Alors, merci à Martine Robert, merci au docteur Gaston Stigui, ainsi qu'à vous, Christina, de nous avoir mis comme ça au courant. On se dit sûrement une prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Côté entrevue, eh bien, la TVCE a décidé de faire quelques recherches parce que depuis quelque temps, vous entendez parler d'économie, mais pas n'importe quelle économie, l'économie circulaire. Alors, si je vous demande, c'est quoi l'économie circulaire? Ah, je vois plein de mains qui sont levées. Non, c'est pas vrai, il n'y en a pas une. Alors, dans ce cas-là, ça me prenait un invité, donc le voici. C'est David Verville, qui est d'ailleurs conseiller en économie circulaire. Alors, tout d'abord, bonjour David. Bonjour Lydia, ça fait plaisir de te rencontrer. Bon, l'économie circulaire, c'est pas une revue où on parle d'économie, là. C'est pas un circulaire qu'on propage ou encore qu'on va porter de maison en maison là, par la poste. Là. C'est pas ça du tout, là. Non, pas tout à fait. Donc, c'est quoi? Donc, quand on pense environnement ou économie circulaire, on pense spontanément recyclage. Donc, c'est la chose qu'on voit le plus dans nos vies. Mais le recyclage, comme il est pratiqué à l'heure actuelle, il a ses limites. Donc, pensez tout simplement à tout ce qui va à l'enfouissement. Là. On a un bac vert, mais il y a quand même un bac noir qu'on réussit quand même à remplir à chaque semaine sans aucun problème. Donc, il y a plein de choses pour lesquelles on n'a pas de solution simple pour éviter l'enfouissement. On peut estimer là, qu'en 2020, l'économie mondiale était circulaire à 8 %, c'est-à-dire qu'il y avait 92 % que tout ce qu'on consommait finissait par être jeté immédiatement après. Ça, c'est une donnée qui est calculée par une organisation qui s'appelle le Circularity Gap Report. Il y a un autre 8 %, il s'en fait de la circularité. Là. Donc, on fait juste penser à tout le système qui a été mis en place depuis des décennies pour la vente de pièces d'auto usagées. Ça n'aurait pas de bon sens de tout simplement jeter nos voitures et qu'on ne puisse pas acheter de pièces d'auto usagées. On pense à l'industrie du recyclage avec des centres de tri hyper performants qui sont conçus, entre autres, par Machinet, qui s'appelait Civil. Donc, il y a des choses qui se font, mais on a quand même encore beaucoup de travail devant nous. La solution, qu'apporte l'économie circulaire, c'est de penser en amont. C'est-à-dire qu'il faut intervenir auprès des entreprises pour prévoir qu'est-ce qui va se passer avec leurs produits à la fin de la vie utile. Il faut influencer le choix des entreprises pour maximiser la durée de vie des matériaux qu'il y a dans leurs produits et éviter que la solution enfouissement en fin de vie soit la seule solution. Qu'est-ce qui se fait actuellement? Premièrement, c'est qui votre boss? Est-ce que c'est une corporation économique? C'est quoi, là? C'est un organisme? Raconte-moi. Présentement, je suis conseiller en économie circulaire, mais pour un projet qui s'appelle Économie circulaire Arthabasca érable. Et puis, ce projet-là, il est porté par une organisation qui s'appelle la Corporation du développement durable. C'est une organisation, entre autres, là, qui porte aussi un autre projet, celui de la démarche des deux, qui a fait l'objet d'une entrevue avec ma collègue Élodie Pornet précédemment par la télévision communautaire de l'érable. Le projet sur lequel on travaille, Économie circulaire Arthabasca érable, bénéficie d'un ensemble de partenaires. Là. On a, entre autres, là, Desjardins, par le biais du fonds de 100 millions, puis on a des partenaires qui sont dans Arthabasca érable directement, dont, entre autres, là, la MRC de l'érable, la SADC Arthabasca érable, Princeville, Plessisville, 2 municipalités qui ont mis de l'argent, le Cégep de Victoriaville, le CFR, Normand-Maurice, Gestera, la Corporation de développement économique, la ville de Victoriaville et la ville de Warwick. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs de différents milieux économiques, institutionnels, municipaux qui croient en l'économie circulaire et qui ont décidé d'investir pour offrir ce service-là gratuit aux entreprises de Arthabasca et de l'érable.
Bon, et selon vous, c'est important de faire quelque chose avec qui ne sert plus, là. Donc, ce qu'on peut faire en région, on y va à la hauteur du pouvoir décisionnel des entreprises. Donc, essentiellement, on fait des liens entre les entreprises pour que les résidus de production de certaines entreprises qui ont un bon potentiel puissent servir à la production d'une autre entreprise. Donc, on veut travailler en mode collaboration. À titre d'exemple, Oui. on pourrait avoir une entreprise qui fabrique des remorques. Puis pour faire ces remorques, elle utilise des gros panneaux. Puis elle, quand elle fait des retailles, ces retailles, c'est des retailles trop petites pour elle. Les retailles vont peut-être faire 2 pieds de long. Pour elle, là, c'est plus assez long pour faire une remorque. Mais la retaille de 2 pieds de long, elle peut servir à faire des meubles rembourrés. C'est en masse assez grand. Donc, notre travail, c'est de trouver ces besoins-là complémentaires puis de faire les liens entre les entreprises de manière à ce que l'information circule puis qu'on puisse arriver à optimiser l'utilisation de toutes les matières qui font les produits en région. Un exemple super intéressant, la fonderie Le Moltec à Princeville, qui font des pièces de transmission de motoneige en aluminium. Et puis, à chaque jour, ils doivent faire fondre de l'aluminium pour mouler leurs pièces. Et puis, le contenant qui sert à faire fondre l'aluminium, on appelle ça un creuset. À un certain temps, ça chauffe beaucoup, puis ça finit par fendre, ce contenant-là. Donc, on ne peut plus l'utiliser pour mettre de l'aluminium en fusion, sinon ça coulerait à côté. Donc, le contenant légèrement fendu, qu'on appelle un creuset, on cherchait un débouché pour ça plutôt que simplement l'envoyer à l'enfouissement à la fin de sa vie. Et puis, ça ressemblait étrangement à un pot de fleurs géant, avec une petite patine pour certains là, qui donnaient l'impression de vieux jardin anglais ou peut-être là, de quelque chose qui a été dehors pendant très longtemps. Ouais. Donc, j'ai appelé Brisson Paysagiste, qui est à Plessisville, pour leur suggérer d'essayer les creusets comme pot de fleurs géant, voir qu'est-ce que ça ferait. Est-ce que ça représente un intérêt? Et puis, pour qui veut le voir, ça a fait un très beau résultat. Il y a 2 creusets qui ont été transformés en pot de fleurs géant, qui sont installés en face du siège social de Brisson Paysagiste. Très beau. Et puis, on ne s'est pas arrêté en chemin comme ça. Il y avait justement de la pierre chez Fonderie Le Moltec qui servait à faire du sablage, qui ressemblait exactement aux pierres décoratives blanches qu'on met quelquefois dans les aménagements paysagers. Donc, on a fait d'une pierre 2 coups. En plus des creusets, on a aussi trouvé une nouvelle vie à ces pierres de céramique-là qui sont devenues des pierres décoratives. Ben c'est ça, c'est génial. En plus, c'est beau, là. C'est pas... on fait une économie circulaire, mais dans la beauté, là. Oui, ben, parlant de beauté, on a un super bon coup. D'ailleurs, vendredi dernier avait lieu le Panthéon de la performance. Et puis, l'entreprise qui a reçu le prix Normand Maurice, qui est décerné à une entreprise qui s'est démarquée en développement durable, c'est justement une entreprise avec laquelle j'ai travaillé. Il s'agit de la firme d'architectes Bourassa Gaudreau Architectes. On a fait un projet qui s'est étendu sur 2 ans où on a récupéré des résidus de plaquage des entreprises de la région. Donc, on ne parle pas du plaquage qu'on a utilisé dans une maison, là, mais bien des entreprises qui produisent du plaquage en région. On a récupéré des résidus de plaquage et puis Bourassa Gaudreau Architectes a imaginé une forme de plafond suspendu décoratif à partir de ces résidus de plaquage-là qui ont été assemblés par Prise, l'organisme d'insertion par la transformation du bois qui se trouve à Victoriaville, et puis qu'on a proposé au Centre de services scolaires des Bois-Francs pour installer dans quelques-unes de ces écoles. On a 2 projets qui ont réussi, donc un à la salle David Bellavance, à l'école Monique Proulx de Warwick, et puis un autre dans l'entrée du préscolaire à la polyvalente, à l'école secondaire La Samar à Plessisville. Donc, c'est un autre bel endroit aussi qu'on peut voir, un super beau plafond avec des lames ondulées qui sont faites à partir de plaquage recyclé. Donc, on est très, très fiers de ce résultat-là. Puis, on a des super beaux projets qui s'en viennent aussi. Ça fait 2 ans qu'on le roule dans Arthabasca Érable. Et puis, l'année dernière, Recyc Québec a annoncé du financement qui serait disponible pour de nouveaux projets. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va multiplier les possibilités. On a ouvert les discussions avec la MRC de Bécancour, la MRC de Nicolet-Yamaska et puis la SADC de Nicolet-Bécancour. Et puis, on s'est dit, et si notre projet d'économie circulaire, plutôt que de couvrir 2 MRC, allait maintenant couvrir 4 MRC? Donc, on a déposé le projet Recyc Québec qui a été accepté. Ça a fait l'annonce d'un communiqué au mois de mars dernier. Et puis, de là notre entrevue. De là notre entrevue. Ben oui. Et puis, on est maintenant devant 2 ans et demi supplémentaires qu'on va pouvoir continuer d'offrir le service gratuitement, pour lesquels on a évidemment le soutien financier de la MRC de Bécancour,
de Nicolet Yamaska, de la SADC Nicolet-Bécancour, et puis tous les partenaires d'économie circulaire Arthabasca Érable qui ont décidé de poursuivre l'aventure avec nous et puis de continuer de financer cette initiative-là. Ouais. Ce qu'on va faire dans les mois à venir, là, il y a un mouvement assez fort pour l'économie circulaire dans le domaine agroalimentaire. Donc, on a beaucoup d'entreprises agroalimentaires ici en région, et puis ça ne sera pas la seule chose qu'on va faire, mais ça va être un de nos fers de lance d'aller entre autres, vérifier ce qui est possible de faire pour améliorer les choix d'emballage. Donc, qu'est-ce qui nous reste entre les mains une fois qu'on a mangé ce qui nous avait donné faim. Et puis, on a aussi plusieurs projets en tête pour réduire le gaspillage alimentaire en créant des nouveaux produits. À titre d'exemple, il y a beaucoup de résidus dans les entreprises de transformation agroalimentaire qui pourraient servir à nourrir des insectes qui, eux, ces insectes-là, ensuite, peuvent être transformés en nourriture pour animaux ou en farine qui peut être intégrée dans l'alimentation humaine. Donc, on cherche cette économie circulaire-là va aussi s'appliquer aux produits, à ce que les entreprises font pour produire des aliments. Comment ça fonctionne pour voir peut-être qu'on a une idée sur un objet quelconque? On en parle à qui, là? Ouais. On a deux cas de figure principaux. On a des gens qui sont en entreprise, qui voient des choses, qui se disent « Hey, on pourrait faire mieux, il y a du gaspillage, il y a quelque chose que, à mon avis, là, ça pourrait servir à quelqu'un d'autre. » Ou bien, il me semble qu'on achète du neuf, mais qu'il y a certainement quelqu'un qui aurait des résidus qu'on pourrait utiliser. Donc ça, c'est une entreprise qui existe déjà, on voit une possibilité, vous communiquez avec moi, et puis on va discuter avec qui on pourrait réseauter pour mettre en œuvre cette possibilité. Et puis, l'autre partie, ce sont tous les gens qui veulent se démarrer des entreprises, qui veulent faire quelque chose pour la planète, qui ont un intérêt pour l'environnement, qui se sont probablement déjà renseignés sur l'économie circulaire. Il y a des idées qui les ont allumées, et puis elles cherchent à se réseauter pour savoir, oui, mais est-ce qu'il y a des entreprises qui existent ou avec lesquelles je pourrais collaborer pour démarrer mon projet? Alors, je pense qu'on a tout dit. Est-ce que vous aimeriez laisser d'autres messages d'importance, David? Merci beaucoup pour cette belle occasion de parler de l'économie circulaire à la télévision communautaire de l'Érable. C'est très apprécié. Oui, mais c'est tellement important. Puis la vidéo va voyager, faites-vous-en pas. Merci beaucoup, David Verville. Au revoir. Ça fait plaisir. En espérant que l'émission Érable en bref vous a plu, vous voulez absolument qu'on parle de vous, allez-y par courriel tvcérable@commercialoutlook.com ou encore question de revisionner nos émissions ou encore toutes nos entrevues qui sont individuelles sur notre site. Allez sur notre site web tvc.org. Bonne semaine.